Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Vous connaissez peut-être cet ancien plan d'Amboise. J'ai eu envie de le parcourir en cherchant ce qu'il nous dit d'Amboise à cette époque et ce qu'il nous dit aussi d'Amboise aujourd'hui. Ce plan provient de la Bibliothèque nationale et est intitulé « Carte particulière de la ville et du château d'Amboise » faite par René Siette. De René Siette, nous savons seulement qu'il était écuyer, conseiller, ingénieur et géographe ordinaire du roi, en l'occurrence Louis XIII. Ce plan n'est pas daté. René Siette a seulement eu la malice de faire figurer sur le dessin d'un bois que l'on peut situer sur la commune de Limeré, bois où le roi a chassé ce jour-d'huit. Comme ce même René Siette a réalisé un plan de tour daté du 15 juillet 1619 et que l'on sait que Louis XIII a passé cette année-là une quarantaine de jours au château d'Amboise entre fin mai et fin septembre, on peut raisonnablement penser que ce plan date de 1619. On remarque d'abord l'orthographe utilisée pour Amboise. Siette emploie là une forme archaïque de l'écriture d'Amboise que l'on trouve parfois sur des documents antérieurs au XVIIe siècle, comme ici chez Androuet du Cerceau en 1570, alors que la gravure de Nicolas Tassin qui date de la même époque que le plan de Siette utilise l'orthographe moderne. Au centre du plan, il y a bien sûr le château. Il faut reconnaître que la représentation qu'en fait Siette est plutôt sommaire, car en dehors de la collégiale Saint-Florentin, peu de bâtiments sont identifiables. Pourtant, au moment du dessin, le château d'Amboise, sans renouer avec les heures de gloire du XVe et XVIe siècle, joue un rôle important puisque le roi Louis XIII, comme je l'ai indiqué, va y séjourner fréquemment. La présence de Louis XIII à Amboise est due à la lutte que le jeune roi, il a alors 18 ans, mène contre sa mère, Marie de Médicis, qui tente de conserver les pouvoirs que la régence de son fils lui avait conférés à la mort de son mari Henri IV. Marie de Médicis vient en effet de s'évader du château de Blois, où Louis XIII l'avait faite enfermer, et Louis XIII va passer cette période de mai à septembre dans la région, entre Tours, Amboise et Blois. C'est lors de l'un de ces séjours qu'il va se rendre au château des Arpentis pour déjeuner avec son favori de l'époque, le duc de Luynes, le 20 mai 1619. Charles d'Albert, duc de Luynes, est alors gouverneur de la ville et du château d'Amboise. Comme le château des Arpentis, d'autres bâtiments présents sur cette carte ont survécu plus ou moins intégralement. Château-Gaillard, qui après avoir appartenu au XVIe siècle à Don Pacello da Mercogliano qui y aurait cultivé les premières oranges au nord de la France, vient d'être acheté en 1614 par Thomas le Large, seigneur de Villefranche, pour la somme de 3000 livres. Le couvent des Cordeliers, dont il subsiste ce bâtiment, a été fondé en 1412 par Pierre II d'Amboise. Son église avait recueilli la sépulture de Charles d'Amboise, qui fut gouverneur de Milan sous Louis XII et de plusieurs autres membres de la famille d'Amboise. Louis XI aurait tenu dans cette église les premières assemblées de l'ordre de Saint-Michel. La chapelle Saint-Jean sur l'île d'Or, qui faisait partie du couvent des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, construit fin XIIe, début XIIIe siècle. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
est un ordre religieux, hospitalier et militaire fondé en 1070 à Jérusalem. L'ordre de Malte, que nous connaissons aujourd'hui, en est une continuité. Il est amusant de noter que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem possédait jusqu'au XVIe siècle l'île de Rhodes et que l'on trouve toujours sur cette île une porte d'Amboise, cet ordre ayant eu pour 41e grand maître, en 1503, Aymery d'Amboise. La guêpière à Nazelles. Le poète Paul Scarron y séjourna à plusieurs reprises avec sa femme, qui est surtout connue pour avoir été la seconde épouse de Louis XIV sous le nom de Madame de Maintenon. Le château de Fourchette à Possé-sur-Cisse, dont vous n'ignorez certainement pas le nom de son propriétaire actuel. Le Feuillet à Souvigny. Le château de la Roche à Chargé. L'abbaye de Moncé sur la commune de Limeray a connu un destin différent. C'était un monastère féminin, cistercien, fondé en 1209 et occupé par 40 religieuses. Pour l'anecdote, elles étaient propriétaires du Clos Lucé avant de le revendre en 1471 à Étienne le Loup. Le monastère fut rasé en 1844 pour être remplacé par le château que l'on peut voir aujourd'hui. Chanteloup, en 1619, n'avait rien de remarquable et qui pouvait laisser entrevoir la somptueuse demeure qui serait érigée au siècle suivant pour le duc de Choiseul. Sur la partie appelée aujourd'hui les Châteliers, on peut remarquer deux éléments. D'abord sont représentés les deux remparts gaulois dont il reste toujours des traces. Ensuite, figure le tumulus, connu aujourd'hui sous le nom de butte de César. Par contre, René Siette utilise une appellation différente, qui était sans doute celle de l'époque, puisqu'il la nomme la motte aux conils, les conils étant en vieux français les lapins, et l'on peut aisément imaginer qu'à l'époque, ils en avaient fait leur habitat. On peut aussi voir 5 moulins sur la Masse, et 1 sur la 6. On trouve d'ailleurs toujours des traces de certains de ces moulins. Pour finir, j'ai relevé quelques noms de lieux parmi ceux qui sont toujours utilisés. Ville-David, Moni, Villeray, La Boîtardière, et qui forment un pont entre hier et aujourd'hui.